avec Monsieur Mark Lennon. Bonjour Marc. Bonjour Denis, bonjour à tous. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Je vois que dans l'information qui m'a été fournie ici, la majorité du texte est en anglais. Donc, j'assume que plusieurs gens ont déjà lu l'information. Je vais faire une brève introduction. Tu pourras compléter au besoin si tu le juges nécessaire. Donc, ici, ce que j'ai comme information, from 2003 to 2016, Mark was within Actimar, a French company subsidiary of Suez, where he set up and developed the Earth Observation Pole. And from 2009 to 2016, Mark was responsible for several long-term R&D programs that led to the development of SWIM, S-W-I-M, shallow water mapping using optical remote sensors, a suite of protocols and algorithms for airborne hyperspectral data acquisition, radiative transfer inversion in the water column, and operational production of innovative cartographic products in shallow waters. Mark created high-tech imaging in April 2016, donc en avril 2016. The aim of high-tech imaging is to contribute to the development of hyperspectral technologies and application, especially using SWIM for applications in hydrography and seabed mapping, évidemment en hydrospatial. Donc, on avait deux questions, Romain, qui étaient suggérées en sondage avant le démarrage ou le début de la présentation de Marc. Est-ce que tu peux les afficher maintenant et me laisser savoir les résultats? De la même façon, je te rappelle que je ne vois pas la question ni les résultats, donc je te laisserai animer les 7 éléments. Donc les questions sont, le sondage est lancé, le monde est en train de répondre actuellement. Les deux questions, donc, êtes-vous familiarisé avec la bathymétrie satellitaire et croyez-vous que la bathymétrie satellitaire prendra de l'ampleur? On est à 40% des votants pour le moment. On va laisser un peu ça monte vite. Je vais vous partager ça incessamment sous peu. On partage les résultats. Donc, familier avec la bathymétrie satellitaire, la majorité, c'est-à-dire 49%, sont un peu familiers. Concernant le fait que la bathymétrie prendra de l'ampleur, la majorité, 69%, estime que beaucoup, que ça prendra de l'ampleur. Parfait. Donc, Marc, je te laisse la parole pour le prochain 20 minutes. Quand il restera environ 3 minutes, j'interviendrai pour te faire un rappel et bonne présentation. OK. Merci beaucoup, Denis. Merci d'abord au CIDCO et à la FI de me permettre de présenter nos travaux dans cette session et puis plus généralement pour toute l'organisation et la richesse du colloque et puis pour cette session que je trouve extrêmement intéressante, franco-canadienne. Donc, merci pour ça. Je ferai ma présentation en français. Je vais peut-être dire un petit mot en anglais pour les anglophones qui nous écoutent. So, thank you very much to be here to attend the presentation. I will present in French, but I guess there is a automatic translation. So, but also the slides are in English, so hopefully that can help following the conversation. So thank you for that. Alors, je repasse en français et je tente de partager mon écran. Hop, voilà.
Voilà, donc bon, j'espère que tout se passe bien. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Autant pour moi. Excusez-moi. Voilà. J'y suis. Voilà. Donc c'est une lourde tâche pour moi d'arriver après le brillant exposé de Denis, mais je vais du coup essayer peut-être un peu de donner quelques exemples de l'usage qu'on pourrait faire de l'hydrospatial et de quelques applications qu'on commence à développer à Hightech et qui pourraient très bien rentrer dans le cadre de ce terme d'hydrospatial. Alors, le sujet général de ma présentation donc, consiste à combiner la bathymétrie satellitaire, ou encore appelée par son acronyme SDB, donc Satellite Derived Bathymetry, les incertitudes associées, la norme de l'OHI S102, donc, qui concerne la bathymétrie haute résolution, et le système d'exploitation QGIS pour ouvrir de nouvelles voies pour l'utilisation de l'information hydrospatiale. Alors, voilà, donc un petit mot rapidement sur Hightech Imaging. Donc Hightech, c'est une jeune société, comme l'a rappelé Denis, créée en 2016, dont l'objet est de développer et démocratiser les usages de l'imagerie spectrale pour la cartographie, qu'elle soit satellitaire, aérienne, sur avion ou sur drone, et qu'elle soit multi- ou hyperspectrale. Derrière l'imagerie spectrale, je considère que dès lors qu'on quitte le domaine noir et blanc, c'est-à-dire dès lors qu'on arrive à 3 bandes spectrales jusqu'à plusieurs centaines de bandes, on est dans l'imagerie spectrale. Et pour ça, on a un certain nombre de produits et services high-tech qu'on développe, en plus de nos activités de R&D appliquées. On a notamment un service qui s'appelle FlySpec d'acquisition et de campagnes hyperspectrales aériennes qui fonctionnent partout dans le monde. Et puis, ici, il sera beaucoup question de SWIM. SWIM, c'est notre module d'inversion du transfert radiatif dans la colonne d'eau, permettant justement d'estimer de la bathymétrie à partir des données optiques, qu'elles soient aériennes, satellitaires, etc. On travaille beaucoup pour les grandes institutions publiques, notamment françaises, qui s'intéressent à la mer ou au spatial, comme par exemple le service hydrographique français, le CHUM, l'agence spatiale, le CNES, mais également pour le domaine privé, alors principalement l'industrie oil and gas et puis les énergies marines renouvelables également. Alors, le contexte général de ma présentation et des travaux que je voudrais vous présenter rentre, on va dire, dans un triple contexte. On va dire le premier, c'est un programme piloté par le CHUM qui s'appelle Bathisat, dont la phase 1 s'est terminée en 2020, dont je vais vous présenter ici les principaux résultats qui consistaient à évaluer les approches et les produits de SDB et la possibilité d'estimer les incertitudes associées, de qualifier la SDB au sens éventuellement des normes hydrographiques. Un deuxième contexte est un nouveau programme qui s'appelle Hydro 3.0, toujours piloté par le CHUM. Alors, tout à l'heure, on vient de parler d'Hydro 2.0 et d'Hydro 4.0. Ici, on est, je dirais, entre les deux, alors avec Hydro 3.0, dont l'objet est d'imaginer les futurs services hydro-océanographiques avec le CHUM. Et dans ce cadre-là, on a proposé un projet qui démarre, qui consiste à intégrer la SDB à travers la norme S102 dans QGIS pour développer des produits d'aide aux communautés de gestion côtière et à l'information hydrospatiale en général. Et puis un troisième élément de contexte, on est dans une collaboration active avec le CIDCO depuis maintenant presque 2 ans pour développer un petit peu la synergie en cartographie côtière entre la France et le Québec notamment, et en particulier développer l'usage de l'imagerie satellitaire ou aérienne spectrale pour l'hydrographie, avec un programme du CIDCO auquel on a pris partie l'an passé, qui nous a conduit notamment à produire des données de SDB dans le golfe du Saint-Laurent, à Manicouagan en particulier. Alors, pour introduire tout ça, je voudrais parler des objectifs qui ont été fixés dans Bathisat, qui sont assez révélateurs. Il s'agit d'abord de limiter la vérité terrain quand on fait de la bathymétrie satellitaire, et donc de réduire les coûts associés, de limiter également l'intervention manuelle, et donc d'aller autant que possible vers des chaînes de traitement automatique, même si elles doivent laisser une part importante à l'utilisateur. Il faut qu'une bonne partie soit automatisée. Il faut veiller si on peut accroître les performances en robustesse et en précision des méthodes de bathymétrie satellitaire antérieures, et surtout trouver des voies pour qualifier les produits, par exemple au sens de la norme de l'OHIS 44 ou d'autres normes,
Tout ça, généralement, souvent dans un contexte dual d'application à la fois pour l'hydrographie civile et puis également l'hydrographie de défense. Ce qui manque aussi aujourd'hui et ce qui fait partie des objectifs, ce sont des modules évolués d'estimation des incertitudes. Aujourd'hui, la SDB se généralise, se démocratise. On a la partie estimation des incertitudes est, à mon sens, beaucoup plus lente et on a aujourd'hui un petit peu du mal à comprendre dans tout ce contexte quelle est la qualification des données et quelle est la qualité de la mesure associée. Donc, on va voir tout ça. Et puis, il y a un autre élément dans la SDB qui est qu'on travaille avec des données optiques qui nous donnent de l'information, certes, sur la hauteur d'eau, mais aussi sur l'absorption et la diffusion dans la colonne d'eau, ainsi que sur le fond. Et donc ça ouvre en particulier l'usage de la SDB à d'autres parties que la bathymétrie seulement, et en particulier la cartographie des fonds. On va en parler. Alors, ce qui est aujourd'hui reconnu communément, on va dire, par les communautés d'hydrographes qui utilisent la SDB depuis finalement relativement longtemps. Il y a des spatiocartes marines qui sont produites depuis longtemps, notamment par le CHUM. C'est souvent, on est dans la gamme de précision reconnue de 30% pour la zone 0,5 mètres et 10% pour la zone 5-20 mètres. C'est une règle assez partagée. Et puis, du coup, l'idée là, c'est est-ce qu'on peut qualifier tout ça au sens des normes S44 et en particulier dans l'édition 6 qui vient d'être publiée, est-ce que la nouvelle matrice de caractérisation des erreurs d'élevée peut nous servir à mieux caractériser les résultats de SDB. Tout ça dans un contexte, j'en ai déjà parlé, de croissance très rapide du domaine de l'hydrographie optique, alors qui inclut la SDB, mais aussi, à mon sens, deux autres techniques qu'on utilise aussi beaucoup de notre côté, qui sont d'abord l'AHB pour Airborne Hyperspectral Bathymétrie, qui est donc l'extension de la bathymétrie satellitaire à des données hyperspectrales qui aujourd'hui sont principalement disponibles sur vecteur aérien, même si elles arrivent sur satellite. Et puis l'ALB, qui est l'Airborne LIDAR Bathymétrie, qui elle est développée depuis un moment plus important. Tout ça pour les services hydrographiques. Dans le contexte de la défense, on a de plus en plus de demandes, dans le contexte industriel également. Et puis, on commence à voir apparaître justement ce qui peut toucher à l'hydrospatial, c'est-à-dire tous les contextes, les problématiques et les demandes issues des gens qui font de la gestion côtière, notamment les parcs marins, les collectivités territoriales et d'autres. Alors, un petit mot sur le process de traitement SDB et puis la chaîne de traitement qu'on a mis en place à New High Tech. Donc, on part de données satellitaires qui sont en luminance de surface. On passe par des étapes de pré-traitement qui consistent à enlever la contribution de l'atmosphère et de la réflexion spéculaire sur la surface. Tout ça, on le fait avec un module qu'on a développé qui s'appelle A2Core, pour finalement se rejoindre à des données de réflectance de surface qui ensuite sont utilisées dans un processus d'inversion du modèle de transfert radiatif, c'est-à-dire de propagation de la lumière dans la colonne d'eau, qui s'appelle SWIM, pour estimer ici à la fois la hauteur d'eau, qui peut être grâce à un modèle de marée converti en sondage bathymétrique, et de réflectance de fond également, qui sont tout ça servent d'entrée à des données, à des modules de post-traitement, de filtrage, d'interpolation, etc., pour nous donner un MNT bathymétrique, mais aussi des cartes de fond et éventuellement des cartes structurelles du fond qui vont nous permettre ensuite de faire de la cartographie du fond, ainsi que les paramètres de la colonne d'eau qui ne sont pas sur mon schéma ici. Alors, je vais essayer de passer assez rapidement. Sur la partie correction atmosphérique, l'intérêt de cette partie-là et de ce qu'on a développé, plutôt le challenge, c'est souvent les aérosols. Et donc, les aérosols en côtier sont relativement difficiles à estimer. Donc, ici, on a développé un système qui s'appelle A2Core, qui est basé sur un modèle de transfert radiatif qui s'appelle 6S, développé par le labo d'optique atmosphérique de Lille et qui donc inclut dans A2Core un module d'estimation automatique des aérosols suite à des techniques très très récentes qui viennent d'être publiées et qui permettent de gérer en automatique l'ensemble des capteurs multispectraux ou hyperspectraux, si tant est qu'on ait accès à leur configuration spectrale. À partir de là, on a un module de correction de glint qui permet, comme vous le voyez sur l'image, de passer d'une image qui inclut les réflexions spéculaires de surface à une image corrigée de ces réflexions. Et puis, on arrive dans le module d'inversion du transfert radiatif, qui utilise un modèle qui est tout à fait classique, qui est le modèle qui a été publié à la fin des années 90, notamment par Lee et son équipe, et qui permet d'estimer ou de représenter la réflectance de surface en fonction de la réflectance de la colonne d'eau, du fond, et des paramètres d'absorption et de diffusion dans la colonne d'eau ainsi que de la hauteur d'eau.
On utilise, nous, dans notre modèle, un certain nombre de modèles de fond, dont le premier est le modèle le plus simple, linéaire, qui consiste à modéliser le fond comme une combinaison linéaire de végétal et de minéral. Mais on a aussi la possibilité dans Swim de configurer différents types de modèles de fond, d'utiliser des modèles de fond non linéaires, etc. Il y a pas mal de possibilités. Donc tout ça, ça nous donne des données de SDB, avec ici un exemple où à partir d'une réflectance de surface issue d'un capteur satellitaire de type ici Sentinel-2 et de la vérité terrain associée de levée bathymétrique acoustique au milieu, on a, sur la troisième figure, l'estimation de SDB associée qui nous permet à droite, en représentant l'information estimée sur le transect, de montrer que la SDB ici est capable de suivre de manière précise la bathymétrie du fond, ici dans une gamme comprise globalement entre 0 et 8 mètres sur une zone située aux Antilles. Alors, il y a un souci qui est souvent rencontré en imagerie optique, qui est un souci lié à la physique et au modèle lui-même et à la mesure, qui est l'introduction d'un biais qui est relativement difficile à contrôler dans l'inversion. Et donc pour ça, on a proposé des méthodes de contrainte de l'inversion, de contrainte spatiale ou temporelle, avec ici un gros intérêt, c'est que les nouvelles constellations satellitaires de type Sentinel-2 ont une fréquence de revisite extrêmement importante, typiquement tous les 5 jours sur les latitudes moyennes. Et donc, cette revisite nous permet d'avoir accès à des données donc à haute fréquence temporelle et donc de les intégrer dans un schéma soit de régularisation, soit de contrainte de l'inversion, ce qu'on a fait dans Swim, qui nous permet de réduire sensiblement le biais. Ici, on voit un exemple sur un transect où on a la bathymétrie en référence acoustique en rouge, et puis une estimation de SDB initiale en bleu qui est perturbée ici notamment par des problèmes de turbidité dans la colonne 2 et dont le biais est largement réduit par l'introduction de l'utilisation d'un ensemble de données Sentinel-2 et d'une stack temporelle d'images satellitaires. Bon, les outils de post-traitement nous permettent donc de passer des sondes brutes à des modèles numériques de terrain sur grille régulière et réduits de la marée. Et ensuite, donc, à partir de ça, on a développé un certain nombre d'outils d'analyse de ces résultats pour pouvoir voir un petit peu où on en est des performances. Donc, pour ça, on propose une représentation spatiale des différences pixel par pixel aux normes d'erreur, aux gammes d'erreurs de l'OHI. Donc, typiquement, ici, tout ce qui est si je ne dis pas de bêtises, en bleu, suivre l'ordre spécial de l'OHI. En vert, on passe à l'ordre 2. Il y a peu de données à l'ordre 1 ici. Et puis, tout ce qui est en rouge, c'est une estimation de Bathy qui est en dehors de l'ordre 2. Et donc, ça, on peut le représenter ici dans des histogrammes par gamme de profondeur. Donc, typiquement, entre la gamme 0 à 2 mètres, 2 à 5 mètres, 5 à 10, 10 à 20 et 20 à 30. Et on voit, par exemple, que les incertitudes de bathymétrie aux ordres supérieurs à 2, ici représentés en rouge, vont croissant avec la profondeur. Et donc, que dans les petites profondeurs, on arrive parfois à avoir même de l'ordre spécial. En tout cas, on arrive à avoir accédé à de l'ordre 1, voire de l'ordre 2. Et puis, petit à petit, avec les profondeurs, on va vers des incertitudes plus faibles, mais malgré tout qualifiées. Alors, une fois qu'on a de la bathymétrie, quels sont les challenges pour juger de la qualité et pour passer à l'échelle? Donc ici, ce qu'on veut, ce n'est pas seulement le Z, c'est les incertitudes associées au Z. Donc typiquement, idéalement, on aimerait avoir l'incertitude à 95%, qui est l'information communément utilisée en hydrographie acoustique. Un des soucis qu'on a en optique, c'est que le modèle de transfert indicatif dans la colonne 2, il est fortement non linéaire, ce qui veut dire que la distribution de l'incertitude sur l'erreur de mesure bathymétrique issue d'un capteur optique, elle n'est pas symétrique. Et donc, il n'est pas possible, on voit souvent de la SDB représentée par une erreur de sigma égale temps. Je pense qu'on ne peut pas représenter une erreur de SDB avec un sigma. Ce n'est pas adapté dans le sens où la distribution elle n'est pas symétrique. Et en plus, on a un faible nombre de mesures pour l'estimer. Donc, c'est relativement complexe d'avoir le sigma et il est relativement mal adapté. Alors, en plus, une fois qu'on a ça, on aimerait bien les avoir à l'échelle régionale ou globale. Et pour ça, donc les process typiques d'estimation d'incertitude sont basés sur des simulations statistiques, donc type approche Monte-Carlo. Mais ce sont des approches qui sont extrêmement coûteuses en temps de calcul et qui ne sont pas facilement tractables pour faire de la bathymétrie à grande échelle sur toute la couverture des imageries satellitaires disponibles. Donc, à notre sens,
il manque aujourd'hui, pour la production de SDB de manière opérationnelle, une procédure analytique qui permettrait d'estimer les deux bornes min et max de l'incertitude à 95% des données SDB, qui nous permettrait de faire de la production. Donc c'est à ça qu'on s'est attaché avec le soutien du CHUM ces 2 dernières années. Donc le schéma principal, c'est de partir des incertitudes capteurs, de les propager dans le modèle atmosphérique, de les transformer en incertitudes sur la réflectance de surface, de les propager sur l'interface RO, puis dans la colonne d'eau pour arriver à estimer analytiquement une incertitude à 95% sur le Z. Donc c'est les travaux qu'on a menés en collaboration entre Hightech et nos collègues de l'ENSTA Bretagne, avec qui on est activement associés sur ces sujets-là. Je vous propose quelques éléments assez techniques sur la première partie de l'atmosphère. Donc, il s'agit ici de repartir des sources de bruit capteurs. Et on a de la chance parce qu'on a des excellents capteurs de type Sentinel-2 ou même Pléiades qui sont très, très bien caractérisés. Et on a accès à l'ensemble des sources d'incertitude, ce qui n'est pas le cas sur un bon nombre de capteurs satellitaires. À partir de ça, on est capable du coup d'estimer ou de représenter une variation sur la réflectance top of atmosphère, donc la réflectance au capteur, qu'on va pouvoir propager par un développement de Taylor et une linéarisation au premier ordre sur une variabilité associée sur la réflectance de surface en bas de la colonne atmosphérique. On fait pareil sur la partie surface et grâce à ça, on peut avoir les deux composantes de variabilité, donc à travers l'atmosphère et la surface, pour calculer ici ce qui est encore représenté à ce niveau-là par un écart type sur la réflectance de surface corrigée du glint. Voilà, donc j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, c'est des travaux qui viennent d'être publiés et qui seront présentés la semaine prochaine au colloque international hyperspectral Whispers qui se tiendra en distanciel. Donc vous pouvez tout à fait accéder à cette présentation sur ces incertitudes. Alors ensuite, la deuxième partie. Marc, il te reste 3 minutes. OK, j'essaye de faire vite. Sur la deuxième partie, donc, qui a été développée par nos collègues de l'ENSTA, c'est plus complexe dans le sens où la linéarisation est difficile vu que le modèle de transfert radiatif dans la colonne d'eau est très non linéaire. Donc, ils se sont basés sur des nouvelles approches récentes en théorie de l'estimation, qui est le concept de profil de vraisemblance. Alors, le concept général, c'est d'avoir la vraisemblance de Z pour chaque Z étant donné le maximum de vraisemblance des autres paramètres qui viennent perturber le Z, c'est-à-dire les paramètres de colonne d'eau et du fond. Et donc, avec cette approche-là, on peut développer un estimateur analytique de propagation dans la colonne d'eau qui a été validé, en fait, ici, avec des simulations statistiques de type Monte-Carlo. Et de la même manière, ces travaux qui viennent d'être publiés et qui seront présentés dans la même session sur les incertitudes au colloque Whispers la semaine prochaine, si vous voulez en savoir plus. Donc, les résultats, on a ici une estimation de bathymétrie avec, en noir, ici, le long d'un transect sur une image, avec ici la vérité terrain ou le transect en rouge. Et puis, on est capable, du coup, maintenant d'estimer en bleu les deux bornes positives et négatives de l'incertitude et de les représenter de manière spatiale afin de qualifier l'incertitude de la mesure. Ça, je passe rapidement parce que je voudrais parler de la suite. Avec les incertitudes, on peut du coup les intégrer dans un processus de filtrage qui vont nous permettre de supprimer les incertitudes qui sont jugées trop importantes en fonction de l'application et de raffiner du coup l'incertitude générale liée aux données livrées. Alors, pour conclure aujourd'hui sur ce qu'on a en main sur la SDB, on voit que Sentinel-2 et Pléiades nous permettent de dériver de la SDB de haute qualité. C'est aussi possible avec d'autres capteurs de type OneView ou Planète par exemple, mais on a des difficultés à estimer proprement les incertitudes sur ces capteurs parce qu'on n'a pas accès aux paramètres de caractérisation fin et analytique de ces capteurs. On voit que sur les zones 0,2, on arrive, je dirais, assez facilement, si les conditions sont bonnes, à l'ordre 1, voire à l'ordre spécial. Sur la zone 2,5, on est plutôt généralement, encore une fois, à l'ordre 2. Et puis 5,10, ensuite, on passe sur des ordres qui sont supérieurs. Ce qui nous semble intéressant, c'est que la nouvelle matrice de la S44 et l'édition 6 nous permettrait de qualifier, on espère, la SDB pour d'autres applications que la navigation. Et puis, un autre intérêt, c'est que la SDB nous permet d'avoir accès à des informations du fond pour de la cartographie. Enfin, dernier point, ce qui est intéressant dans le modèle de transfert radiatif sur des images optiques, c'est que le Z, donc la hauteur d'eau, est la variable qui est le moins perturbée par les perturbations de type rapport stimulation bruit, calibration des capteurs, etc. Donc, voilà. Donc, ensuite,
une fois qu'on a eu tout ça, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, ce qu'on fait actuellement avec le support du CNES, c'est d'évaluer des architectures informatiques qui nous permettraient de faire du passage à l'échelle de la SDB à l'échelle globale. Donc pour ça, on est en train d'intégrer des procédures sur les clusters de performance du centre spatial, du CNES. Et puis aussi, on est en train d'évaluer l'apport que pourraient apporter les nouveaux capteurs hyperspectraux satellitaires qui arrivent, et notamment du capteur Prisma, qui est le premier, dans cette stratégie-là. Et puis, comme je disais en introduction, on développe un nouveau programme dans le cadre d'un programme Hydro 3.0 dont je vais vous parler rapidement en dépassant, si je peux me permettre, d'une minute ou deux le temps imparti pour cet aspect-là. Oui, donc, 30 secondes. OK. Donc, l'objectif d'Hydro 3.0, c'est de démocratiser la SDB à des utilisateurs larges en se basant sur la S102 et en ouvrant à une large communauté d'utilisateurs, en donnant la possibilité d'intégrer à travers la S102 les données de SDB dans le socle logiciel QGIS, qui est le socle demandé en France pour toutes les applications interministérielles. Et donc, à partir de ça, donc on va combiner la SDB avec d'autres sources, notamment ALB, HB, etc. On va importer des données SDB dans QGIS pour développer des applications hydrospatiales pour le monitoring côtier, en particulier la gestion d'érosion et de biodiversité marine. Juste un petit exemple pour terminer. Ici, on a affaire à une donnée AHB, c'est-à-dire de bathymétrie hyperspectrale complétée par sa réflectance du fond sur le parc marin d'Iroise. Donc, une application hydrospatiale sur ces sujets-là. Donc, on part de l'image initiale, on en mesure la bathymétrie, c'est ce qu'on voit arriver ici. On en mesure la réflectance du fond. Donc, vous voyez la richesse de cette information sur la biodiversité, les différents types d'algues. Et on pourrait mettre tout ça à destination des géomaticiens dans un navigateur 3D, par exemple, pour gérer l'évolution de la biodiversité côtière. Et on voit ici tout l'intérêt que l'hydrospatial peut avoir par rapport à une simple donnée de bathymétrie. Voilà, si on revient à l'image que l'œil voit, on est à ça. Donc on voit que grâce à l'accès au fond, on a vraiment une information pertinente. Voilà, je m'excuse d'avoir été un tout petit peu long et je vous remercie pour votre attention.